Salut à tous et bienvenue pour Full Court WNBA, l'épisode numéro 3. Et ouais, on est déjà au numéro 3 et je suis toujours avec Loan. Salut Loan. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça roule. Ça bouge pas mal en WNBA actuellement. Ouais, ça commence à prendre du bon rythme là quand même. Ouais, on a un peu peur, tu vois, qu'il y ait une phase de creux, mais au final, pas du tout. Non, là, après un mois de compétition, on est rentré dans le vif du sujet là, je trouve. Ouais, carrément. On va directement faire un point sur les classements. Donc pareil, pour vous donner le plan de l'émission. Donc on fait un point classement, on va débriefer après 3 matchs. Ouais. On a choisi New York contre les Fever, le dernier match de Portland cette nuit. Contre les Sparks. Contre les Sparks, avec une malheureuse défaite, on peut le dire. Ouais. Et on va aussi parler de Minnesota, des Lynx de Minnesota. Avec leur victoire contre Golden State. Contre Golden State, effectivement. Et après, on débriefera des Frenchies aux US, parce que ça tourne pas trop mal, on va dire. Clairement le dire. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est clair. On a quelques joueuses. On va directement commencer par le classement de la conférence Est et une Angel Reese qui est toujours première. Toujours première. Domination d'Atlanta sur les premiers matchs de la saison, c'est vraiment fort. Ouais, c'est clair, ils sont suivis de New York. Bon, là-dessus, pas vraiment de surprise, on va dire. Ils ont l'armada, mais plus surprenant d'avoir du coup Atlanta en première. Mais on va revenir un peu sur les stats d'Angel Reese quand même. Il faut. 11,7 rebonds par match. C'est fort. Ça domine quand même un petit peu. C'est très très fort. Et c'est suivi par Jessica Shepard de Dallas, donc dans l'autre conférence du coup, mais c'est fort quand même Angel cette année. Ça a passé un step cette année, c'est vraiment bien. Ouais, je pense qu'elle apporte énormément par sa présence de jeu, par ce qu'elle apporte sur Atlanta. Et puis comme tu l'as dit, aujourd'hui ils ont un big free et ils peuvent jouer en fait. C'est ça, c'est une complémentarité qui est tellement importante aujourd'hui en WNBA là, d'avoir un axe meneur intérieur avec Ryan Howard qui est si fort et puis en plus Lisha Gray qui est pas trop mal sur les ailes quoi. Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir les Toronto Tempo, la nouvelle franchise qui est en bilan positif à 6-5 et qui du coup est milieu de tableau côté conférence Est. Ouais. Vraiment, le Tempo, c'est une équipe où on savait pas trop comment ça allait être au début de saison surtout, avec des grosses joueuses signées. Là, on comprend ce que veut faire Bondello en tant que coach. Les joueuses que Marina Mabrey et Brittney Sykes prennent leurs responsabilités. Là, ça commence à avoir un peu plus de tête et ça a quand même dominé Chicago de 20 points hier. Donc, très grosse perf. Ouais, très grosse perf. Et du coup, Sandy Bondello qui vient de New York, qui est l'ancienne coach de New York. Ancienne coach de New York qui a été coupée par New York et récupérée par Toronto. Et un peu plus surprenant, du coup, les Fever à 5-5, avec une Kathleen Clark et les Armada qui sont un peu plus durs à jouer. Un peu plus dans le dur. Encore de la recherche d'automatisme, on a l'impression des fois. Et puis, faut en parler, Fever a quand même eu un gros calendrier dès le début. Ils se sont tapés 2 fois le Liberty, d'autres gros matchs aussi contre Golden State, etc. Il faut vendre au début de saison, donc Caitlin Clark, elle doit jouer des gros matchs dès le début. Quoi. Dès le départ, on fait les grosses confrontations pour ramener du monde dans les salles. Clairement. On va passer conférence Ouest, du coup, avec les Minnesota Lynx, les premières. Donc la surprise. La surprise de ce début de saison. Parce que 9-2 en plus. Tellement de joueuses perdues à l'intersaison. Ouais, c'est ça. Décimées. Et sans Nafisa Collier, encore, Cheryl Reeves fait des miracles. Avec une Olivia Miles à la main qui est en lice pour être la rookie de l'année là. Ouais, mais clairement. Mais après, moi, ce qui me choque le plus, c'est si tu regardes un peu les différentiels, elles sont à plus 11.9. Ouais. Donc le différentiel offense-defense à plus 11. Quand les premières de l'autre conférence, donc l'Atlanta, elles sont à plus 6,5. Ouais. Et l'écart même qu'il y a avec Dallas Wings, on va en parler avec Paige Buckers derrière, mais on a quand même un écart de quasiment 5 points, donc c'est énorme en fait. C'est énorme. C'est énorme, hein. Meilleure attaque à 90 points marqués par match, et il me semble pas loin d'être la meilleure défense. Exactement, meilleure défense. Donc elles sont premières de la ligue aujourd'hui. Sur 7 victoires de suite. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable ce qu'elles sont en train de faire actuellement, et on a un peu hâte aussi de revoir cette équipe du coup avec sa star, techniquement. Nafisa Collier sur l'aile, qui est une des meilleures joueuses du monde actuellement. Donc, en fait, qu'est-ce qui manque à Minnesota cette année pour être la surprise de la saison ? Pas grand-chose, quoi. Ouais, parce qu'on voit, là, je suis en train de regarder un peu les stats, mais on voit en fait qu'il n'y a pas une joueuse forcément qui domine plus qu'une autre. C'est vraiment collectif, avec juste Alisha Gray qui est bien positionnée. Mais clairement, une victoire vraiment collective.
de leur côté, un positionnement collectif. Si on redescend un peu, donc il y a les Wings derrière, avec, on le sait, Paige Bueckers, qui est dans le top 10 des scoreuses, et qui domine aujourd'hui. Qui domine aujourd'hui, qui est super bien accompagnée par les anciennes intérieures de Minnesota, Alana Smith et Jessica Shepard, donc on a parlé juste avant. Ouais, juste avant. Et évidemment aussi l'arrivée d'Azzy Fudd qui n'est pas pour rien et qui permet à Paige Bueckers d'être moins monopoliser le ballon. Elle a moins de balles en fait. Elle est plus, je pense qu'elle est plus rentable sur son ratio. C'est ça, ce que j'allais dire. En fait. Elle a moins de ballons, mais elle est plus efficiente parce qu'elle se sent un peu plus libérée. Et... elle tourne à 18,3 points de moyenne par match quand même, donc il faut lui laisser 3,6 rebonds, 6,2 assists par match. Donc, c'est vrai, ça commence aussi à peser dans les stats globales. Et si on revient sur les classements, du coup, les Las Vegas A's avec A'ja Wilson, mais bon, elles sont toujours en embuscade, on sait comment elles fonctionnent. Et puis l'année dernière, elles étaient quand même très très mal parties au milieu de saison. Elles étaient bilan à l'équilibre, je crois. Et elles ont fini par un sweep en finale. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter durant la saison régulière pour les Aces? Je ne pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Les Golden State Valkyries qui sont aussi en bilan positif à 6-5. Avec des grosses perfs et des contre-perfs aussi. Aussi. Comme un peu le Fever, des gros matchs quand même dès le début. C'est ça. Aller au Fever, un match contre les Aces qu'elles ont perdu récemment. Une défaite contre le Lynx qui aurait pu être évitée, on en parlera. Mais c'est un calendrier aussi pas facile pour les Valkyries qui a besoin d'être mis en avant. La franchise la plus valorisée en WNBA actuellement. On en a parlé exactement. Et suivi de près, et tu sais que j'adore cette franchise, les Portland Fire, avec notre Carla Leight, qui est en bilan négatif malheureusement, qui est passé en bilan négatif à 6-7. Ouais, une petite défaite hier soir, mais on pensait que le Fire allait malheureusement bien pire cette saison. Ouais, clairement. Avec du coup un effectif en draft d'expansion avec que des joueuses techniquement role players dans la franchise, mais on est en train de nous montrer le contraire, que ça marche techniquement. Coach Sarama qui a été élu meilleur coach du mois. Exactement. Meilleur coach du mois de mai. Donc on sait que c'est en train de marcher, Portland. Ça a pris un petit peu de temps à se mettre en route et là, un petit creux, ça arrive de temps en temps. Faut pas s'inquiéter. Ouais, je pense qu'elles vont faire leur saison et que ça va bien se passer. On leur souhaite en tout cas d'être dans la saison où à un moment donné elles peuvent au moins aller chercher une qualification en play-off pour leur première réexistence. Ce serait génial pour elles en fait. Ce serait vraiment bien. Ouais, ce serait vraiment bien. Du coup, on va enchaîner juste sur un point news avec une très 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 bonne nouvelle pour nous Français. Très très bonne nouvelle. Marine Fotoux qui a remis les pieds sur un terrain de basket. Enfin. Après 1 an et 3 jours depuis sa blessure. Ça fait très très plaisir. Elle fait un match, elle joue 5 minutes de mémoire, elle prend 2 rebonds. Elle joue. Voilà, mais c'est un très grand pas, très beau pas en plus pour elle qui profite de son retour de blessure de croisée pour découvrir la WNBA aussi. Ouais, il y a pire. Il y a pire comme retour sur un terrain, le Barclays Center. Exactement. Effectivement, il y a pire, donc franchement, très très contente pour Marine et on espère que elle va continuer à se développer, etc. et que elle sera potentiellement sur le banc pour le mondial, on aura une meneuse de gala quoi. Et t'as vu ce qui était assez marrant, et on va essayer de vous mettre la vidéo, c'est que les Liberties ont du coup mis la vidéo du tir de Marine Fotoux au milieu de terrain contre, je sais plus sur qui elle tire, mais c'était contre les Américaines, qu'elle a mis durant les JO. Effectivement, pour relancer la carrière de Marine Fotoux. Avec Victor Wembanyama en plus qui célèbre à fond derrière. Exactement. Tir de fou. Vraiment content et ravi pour Marine qu'elle puisse revenir sur le terrain. Et puis une Française de plus en WNBA. Est-ce qu'on était à ça près? Pas vraiment. Ah, mais c'est pas n'importe quelle Française quand même. Hein. Moi, je pense que Marine Fotoux peut apporter énormément, justement, en troisième meneuse pour les Liberty. Et puis quand même, drafté il y a 5 ans, faire son premier pas comme ça aussi, c'est fort. Ouais, c'est clair. Et on espère que potentiellement, son contrat de joueuse de développement, qui ne garantit du coup que 14 matchs, va potentiellement se développer sur un contrat full et on la verra jusqu'à la fin de la saison. Ça serait beau, hein. Marine Johannes, Pauline Astier et Marine Fotoux. Ah, ça serait magnifique. J'adore New York. Ah, c'est clair. Allez, on enchaîne. Du coup, sur New York, tiens, pour la peine. Match qui a eu lieu. On va continuer. On va continuer sur New York. Match qui a eu lieu le 7 juin. Les Indiana Fevers qui ont affronté les New York Liberties pour une victoire 83-75 de New York. Sur un match. Alors, on s'est posé une question, il faut qu'on en parle. On s'est posé une question il y a 2 semaines. Est-ce que Pauline Astier va tenir le rythme? Est-ce que Pauline Astier, etc. Oui, Pauline Astier. Bonjour, oui. Bonjour, oui. Voilà. On passe au match suivant. On exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. Non, mais c'était. Parle-nous de ce match. Faut le dire quand même où c'était encore un match, du coup, où Sabrina Ionescu n'a pas joué. Gênée au dos.
Ouais. Donc, on en profite aussi, ça fait plus de minutes pour Pauline. Et à côté, Brianna Stewart qui continue de faire du Brianna Stewart sur sa lancée. 30 points avec 21 lancers pris. Ouais. Vraiment domination sur la raquette, on va dire, du Fever qui est un peu plus faible que celle de New York. Et évidemment, sur la fin de match, c'est un 19-4 pour New York, dont le dernier tir clutch à la fin, à 40 secondes de la fin, pour Pauline Astier sur la tête de Caitlin Clark. Voilà, donc à un moment donné, faut quand même lui laisser. Non, Pauline Astier a fait un gros match. Clairement. Par contre, moi, je vais juste revenir sur l'écart qui a été mis. New York a passé à Indiana un 38-18 dans les 12 dernières minutes du match. Ouais, c'est dur. C'est dur quand même. Tu te dis 38-18, quoi. Tu prends 20 points en 12 minutes. C'est très lourd. Ouais. C'est énorme. Hein. C'est 38-18, du coup, sur un match où, quand même, ça se finit en 83-75. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, tu prends ça dans les 12 dernières minutes. Donc, c'est pas un match sur lequel. Ouais, non, c'est chaud quand même. C'est dur, ouais. C'est un peu tendu. Et on va venir sur les stats de Pauline Astier, du coup. Allez, je vous prends les stats de Pauline Astier. Elle joue 24 minutes, elle met 12 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception, à 4 sur 6 au tir. Quelque chose à dire? À part que c'est clean, que c'est du Pauline Astier dans le texte, franchement, pas grand chose à dire. Hein. Et puis alors, quand on voit Pauline Astier qui joue Caitlin Clark, qui passe en dessous, qui termine en reverse layup, ouais, c'est costaud quand même. Hein. Bah, ça donne envie d'être à la Coupe du Monde en septembre. Hein. Vite, les gars. On peut passer l'été. On va garder l'été quand même pour se reposer un minimum pour ceux qui vont se reposer. Si. Non, mais bon, un gros match. Après, on va juste faire un point stat rapide avec Indiana qui termine quand même à 29 sur 72 au tir. Quand New York termine à 24 sur 66. Un peu plus de gâchis. Ouais, plus de déchets à 8 sur 25 à 3 points pour un 2 sur 18 côté New York. Par contre, il faut encourager le côté passe décisive des Fever et Caitlin Clark qui est meilleure passeuse actuellement du championnat avec 8,9 passes par match et qui là, il termine quand même à 20 passes décisives avec un très bon ratio de balles perdues puisqu'ils ont perdu 14 balles. Donc ça aussi, ça a joué. Quand même propre dans le jeu. Ouais, clairement. Côté stats individuelles, donc on l'a dit, Brianna Stewart qui a 30 points, Jonquel Jones 4 passes décisives et 12 rebonds. Pareil, merci, bon match. Voilà. Merci, bon match. Et côté Indiana, on a Kelsey Mitchell à 21 points et Caitlin Clark, on l'a dit, à 9 passes décisives. Ouais, avec 10 points et 7 rebonds, donc pas si loin du triple-double, mais tu sens que pour aller chercher la victoire, on attend un peu plus déjà au scoring de Caitlin. Moi, je suis surpris de ne pas avoir plus des Sophie Cunningham, des Lexi Hull, etc. sur les stats. Un peu plus en difficulté sur ce début de saison. Ouais. Bah, elles avaient quand même un impact beaucoup plus puissant sur la fin de saison. Et on le voyait, hein, c'était l'arrière-garde de Caitlin Clark. Et là, on a l'impression que c'est l'arrière-garde physique de Caitlin Clark, mais ça va pas plus loin. Montrer, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et du coup, on va vous donner les stats aussi de Marine Johannes sur le match. Marine qui joue 25 minutes pour 8 points, 4 rebonds et 0 passe décisive. On l'a vu un peu gênée. Hein. On l'a vu, elle était agacée. Un peu plus ciblée par les défenses, surtout la défense un peu plus agressive et de Sophie Cunningham, par exemple. Ouais. Bah, c'est son job. Hein. Voilà. On l'a vu très gênée faire des fautes qu'elle n'a pas l'habitude de faire. C'était différent pour Marine Johannes. On enchaîne sur le deuxième match avec les Golden State Valkyries contre les Minnesota Lynx et c'est ce qu'on disait, avec une victoire qui est méritée, une défaite qui aurait pu être évitée côté Valkyries, 84-87 pour les Lynx. Ouais, clairement le match des Lynx, on peut le résumer à celui d'Olivia Miles, 28 points, 7 passes et le record pour une rookie à 3 points à 8 sur 11 à 3 points sur le match. On va dire que s'il y en a qui avaient des doutes sur le passage en WNBA d'Olivia Miles, c'était vraiment pas la rookie sur qui il fallait avoir des doutes. Parce que c'est pas mal niveau stat à 3 points côté Lynx parce qu'on est à 13 sur 26 quand même. Ah ouais, 50% de réussite à 3 points. C'était à domicile, là, fallait sortir les sphincters, là, c'était chaud. Bah carrément, parce que quand tu vois que Golden State termine à 14 sur 37, donc, tu sens que la différence se fait là et qu'une défaite comme ça aurait pu être évitée, quoi. Pourquoi la défaite aurait pu être évitée d'ailleurs ? Parce que on sent quand même que cette équipe des Valkyries, elle commence à savoir jouer ensemble. C'est une équipe qui a quand même gardé tellement de joueuses de l'année dernière, donc il y a tellement de joueuses aussi qui se montrent au scoring. Comme sur ce match-là, Cecilia Zandalazini, elle a jamais fait un aussi grand match au scoring avec 18 points, elle était partout. C'est une équipe qui a des menaces un peu partout.
et qui en fait peut aujourd'hui être menaçante pour beaucoup d'équipes dans la ligue. Et là, ok, on allait jouer chez les premières, mais ça pouvait le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu sais que Golden State, il manque l'opportunité justement à la fin d'égaliser au buzzer là, sur un 3 points raté justement de Zadalazini. Donc, ce qui est dommage parce qu'elle termine quand même à 18 points sur le match. Par contre, il faut quand même noter aussi le bon run des Lynx puisqu'elles étaient menées 70-75 et elles leur passent un 11-0 dans les dernières secondes avec après un lancer franc de Gabby Williams qui porte l'écart à +3. Pardon, de Williams, pas de Gabby Williams, mais de Courtney Williams. Courtney Williams, ouais, effectivement. Je me suis trompé de prénom. Et qui, du coup, Golden State manque l'opportunité de potentiellement égaliser et passer devant, quoi. Ouais. On va vous faire un point stat très rapidement. Donc, avec Olivia Miles, comme tu l'as dit, avec 28 points, 7 passes décisives pour la possible rookie de l'année. Ouais. Bon, il y a possibilité qu'elle y soit. Et Natasha Howard qui prend 10 rebonds côté Minnesota. Avec 12 points, double-double, solide. Pareil, c'est solide. Pas grand chose à dire. Et côté Golden State, donc on a une Cecilia Zandalazini à 18 points, et Caitlin Chen qui fait du bien quand même avec ses 5 passes décisives. Et notre petite française, Janelle Salin, qui prend 5 rebonds. Avec 17 points en plus, en bonus. Vraiment, vraiment costaud, Janelle, sur ce début de saison. Qui, on sent, un peu plus libérée dans le jeu. Ouais, j'ai l'impression aussi qu'elle se libère un peu plus. Et on voyait aussi Gabby Williams qui est plus laxe sur les derniers matchs. On voit qu'elle a moins de stress parce qu'on sait qu'elle arrive sur une nouvelle franchise. On sait que des fois, ça peut être compliqué. Et là, on voit que le boulot de la coach des Valkyries commence aussi à payer. Et on voit où elle veut aller. Je pense que c'est une équipe qui, pour moi, devrait jouer le premier tiers. Et il devrait tomber en play-off assez facilement. Assez facilement. On va enchaîner sur le dernier match qu'on va débriefer du coup avec les Portland Fire contre les Los Angeles Sparks qui a eu lieu cette nuit. Ouais, match de cette nuit, C'était les 5e contre les 6e côté ouest, me semble-t-il. Et une défaite de Portland 72-89 malgré des bonnes prestations. Ouais, franchement, on a eu des belles prestations. Ça fait, on va dire, à peu près 10 jours que pour Portland, vraiment la joueuse à suivre, c'est Megas Gustafsson. Ouais. Pour ceux qui veulent l'anecdote, la fiancée de David Dileo qui était au Mans. Voilà. Donc, si vous voulez une info inutile, je vous la file. Merci pour l'info inutile, Lohan, on adore. Donc, qui est quand même à 16 points, 11 rebonds, qui sort de très gros matchs et là qui continue sur sa lancée. On va voir aussi en face, c'est surtout très très fort à l'intérieur. Dearica Hamby qui est costaud, 22 points, 12 rebonds. Neka Omgumike qui est aussi en double-double, 20-17. C'était vraiment très costaud dans la raquette ce soir-là. À côté, on a Kelsey Plum qui met quand même ses 16 points pour compenser. Plus ses 7 passes décisives. Voilà, donc ce match-là, c'était vraiment dominé par la raquette des Sparks. Et à côté, Portland qui a eu du mal au tir et à 3 points qui s'y perd complètement avec un 3 sur 28. Ouais, les stats sont compliqués. 3 sur 28 côté Portland et on est à 8 sur 30 côté Sparks. Ouais. Moi, j'ai vu aussi une Cameron Brinks mettre des contres à tout va. Ouais. Le retour de la Cameron Brink qu'on aime. Ouais, c'est ça, ouais. On voit qu'elle était ultra présente défensivement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe des Sparks, Lohan, au final ? On voit que sur le recrutement, ça va être plus un recrutement win now qu'autre chose. Avec le trade de Rika Jackson qui en est le parfait exemple. À un moment, on arrête de développer pour aller chercher un titre le plus rapidement possible. Le retour de Neka qui joue l'arrivée d'Ariel Atkins. On prend des joueuses plus référencées qui ont un peu plus de bouteilles d'expérience en play-off pour essayer d'aller faire quelque chose. Et aujourd'hui, le bilan le montre, elles sont pas si mal. Même si, on les espérait un peu mieux que ça sur ce début de saison vu l'effectif. Mais tout nouvel effectif a besoin de temps aussi pour macérer et prendre en maturité ensemble. Donc, on attend la deuxième partie de saison des Sparks, surtout, potentiellement, pour aller chercher une place en play-off. On l'espère pour elle. Là, on a un mois de championnat, du coup. Ouais, à peu près. Côté WNBA. Tu vois qui, aujourd'hui, déjà, potentiellement play-offable ? Dallas, il n'y aura pas de débat, vu la complémentarité. Atlanta, New York. Après, ça va être un peu plus compliqué sur, je pense, les franchises d'expansion de Toronto,
Portland de garder le rythme tout au long. Ça va être dur. Hein. Évidemment, je pense que Las Vegas et Golden State iront à nouveau. On espère pour Indiana que ça continue à aller dans le bon sens. Je pense que cette année, sur les playoffs, on n'aura pas tant d'équipes de l'Est. Malheureusement, ce sera un peu plus compliqué. Parce que Chicago a 4 victoires, mais joue très mal. C'est très compliqué à avoir joué. Connecticut, c'est full reconstruction. Donc, je pense qu'on peut avoir, on va dire... on peut aller, je pense, la dernière place en play-off et pourra se bagarrer entre potentiellement Portland et Sparks. Potentiellement, ouais. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas dans une année de reconstruction ou de continuité de construction pour la WNBA cette année? Ouais, parce que aussi on est dans une dynamique d'expansion où beaucoup de joueuses font leur retour dans la ligue et potentiellement ce niveau-là aussi potentiellement affaiblit un petit peu, on va dire, certaines équipes, parce qu'on va chercher des joueuses qui ont joué en Europe pendant longtemps, mais on ne sait pas si elles sont adaptées. Des joueuses qui ont joué en WNBA, mais en fait, peut-être qui ont été draftées il y a 2 ans. Donc, c'est aussi de la recherche de joueuses, de construction d'effectifs dans des joueuses qu'on ne connaît pas forcément. Et on va être encore un petit peu dans cette recherche aussi de stabilité pendant, jusqu'en 2030, parce que jusqu'en 2030, faut rappeler, on a une franchise par année qui se rajoute. Ouais, clairement. Ouais, on est parti pour avoir une vraie expansion de la WNBA, en tout cas sur le marché américain. Ouais. Et pourquoi pas à un moment donné sur le marché européen. Ouais. Et du coup, juste pour finir au niveau des matchs, on va quand même partir sur les MVP. Ouais. Bon, je pense que la première, il n'y a pas trop de discussion avec New York. Elle met 30 points, elle prend des rebonds, elle me fait 21 lancés. Brianna Stewart, je pense qu'on peut la noter en MVP sur toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison. En espérant qu'elle se blesse pas, on touche du bois, mais je pense qu'on pourrait lui donner le titre à la fin de la saison pour nous. Après, si on est chauvin, il y a Pauline dans le lot. Ah, clairement, évidemment. moi je la mets en deuxième parce que elle continue à faire des matchs. Pauline Astier, clairement, pas de discussion. Et moi, mon petit coup de cœur quand même sur cette semaine, c'est Brittney Sykes. Qui continue à faire qui commence, on va dire, à faire des gros matchs de son standing avec Toronto. Toronto qui commence un peu de gueule. Donc, vraiment, qui est troisième, on l'a dit. Petit shoot-out à Toronto et ce qu'ils sont en train de construire. Merci. On enchaîne du coup sur les Frenchies en WNBA et on va commencer par ma petite chouchou à moi, Carla Leight. Ouais. Carla, elle continue, elle lâche rien là. Le dernier match contre les Sparks, donc elle joue 25 minutes, elle met 10 points, 4 rebonds, 4 passes décisives. Et elle m'a fait un petit cross à la Tim Hardaway. Alors tu es peut-être un peu trop jeune pour connaître ce joueur. Ça va. Un petit cross à la Tim Hardaway avec un petit stop tir, avec la faute qui n'est pas sifflée. Elle met ficelle dessus, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. On vous mettra l'image. Très très gros tir. Ouais, très gros tir. On est d'accord. Non mais Carla qui se développe vraiment bien. On le voit, elle se développe énormément. Elle a battu des records de rookie. Donc, parce que c'est son année sophomore, c'est ça. Donc elle est vraiment en développement. Elle tourne à 13,6 points par match, 1,8 rebonds, 4,5 passes décisives pour 23 minutes jouées. On voit qu'en fait il lui donne des responsabilités. C'est ça, meneuse titulaire. Ça a été une des premières draftées dans la draft d'expansion parce qu'on sait le talent qu'elle a. Aussi, elle gagne en aise. Si vous comparez ses interviews, ses conférences de presse sur l'anglais, c'est pas pour lui en vouloir, mais évidemment, ça se voit qu'elle prend un peu plus d'aise quand on apprend la langue de Shakespeare, c'est plus simple. Mais elle était sur un très gros run du coup fin mai, plus de 15 points de moyenne. Mais là, comme un peu son équipe, ça enchaîne 3 défaites. Elle est un peu plus dans le dur, mais on sait que quand on est une bonne joueuse, on est ciblé. Donc, faut vivre avec. Elle est ciblée aujourd'hui. Et elle a eu un magnifique retour aussi au Valkyries, qui a été sa première franchise. Qui a été saluée par toute la foule. C'était plutôt sympa à voir. Très, très beau. Très, très beau à voir. On enchaîne avec Dominique Malonga, qui est un peu plus dans le dur, parce que son équipe ne gagne pas. Donc, très compliqué. Elle est revenue aussi très tard, parce qu'elle a rejoué. Elle avait pu jouer depuis le 14 mai, elle a joué le 6 contre les Lynx. Elle joue 14 minutes, 7 points, 2 rebonds. Voilà, Dominique Malonga, c'est plus compliqué pour elle. Ouais, surtout là, bloqué pendant du coup 15 jours dans un très très long protocole commotion. Presque 15-20 jours sans jouer. Donc là, revenir sur le terrain de Minnesota qui était en pleine bourre. Qui était en pleine bourre, du coup, à 6 victoires, qui passait la 7e, c'était un peu compliqué, on va dire, comme retour aux affaires. Surtout face à Natasha Howard, qui est très physique aussi. Pas le meilleur retour aux affaires pour Dominique, mais aussi avec un temps de jeu un petit peu réduit, logiquement.
On sait que ça le fera sur la suite. On enchaîne du coup avec Gabi Williams. Bon, Gabi qui fait du Gabi, qui est la numéro 1 française. Voilà. Gabi, 14,5 points par match, 3,9 rebonds, 2,5 assists, 25 minutes de temps de jeu. Et elle nous sort d'une perf monstrueuse. Si elle avait gagné, on l'aurait mis MVP, je pense. Évidemment. Mais bon, malheureusement, mais là, ils ont perdu. Plus compliqué. Donc, 28 minutes jouées contre les Aces, 28 minutes jouées, 27 points, 6 rebonds, une passe décisive. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée, au revoir. Voilà, contre la franchise avec laquelle elle a failli signer cet été. Ouais. 27 points, 6 rebonds. Sachant qu'elle en a mis la plupart, je crois, en première mi-temps, parce que la première mi-temps de ce match était dingue. Avec A'ja Wilson qui met déjà aussi 20 points. Ouais. C'était un très beau match. Et puis, Gabi Williams qui prend de plus en plus en aise dans une franchise qui lui correspond parfaitement. Bah après, elle est bien épaulée par Jeanne Salin, on va y venir, mais qui a 14 points par match quasiment. Ouais. Elle joue contre les Aces, elle joue 28 minutes, elle met 11 points, 3 rebonds, 2 passes d'ess. Voilà, très grosse période pour Janelle qui enchaîne les perfs. 19 points, 16 points, 18, 17, 11. On sent qu'elle prend plus en confiance et elle a un meilleur rôle dans l'équipe aussi avec du temps de jeu qui augmente. Leila Lacan qui est enfin arrivée au Sun depuis fin mai, donc, qui a joué 3 matchs, le dernier match contre Chicago avec 34 minutes jouées pour 3 points, un peu plus compliqué, mais qui avait déjà fait 2 perfs avec 11 points et 12 points sur les matchs précédents. Voilà, elle prend mesure aussi, à mon avis, du jeu et de ce qui se passe actuellement. Le retour, on va dire que quand on enchaîne finale de Boulanger Wonder League, 3 jours plus tard, on est dans l'avion, on découvre un style de jeu complètement différent. C'est sûr qu'à un moment, le retour à la réalité et le jet lag. Le jet lag, ouais. Voilà, on va dire, tape un peu sur le système et on sait aussi que Chicago, c'est une équipe pas facile à jouer parce qu'il y a des meneuses quand même très fortes défensivement en face, comme Tasha Cloud, donc évidemment pas un match-up facile aussi pour le 3e match de Leila Lacan. Marine et les deux Marines d'ailleurs. Marine et Marine. Marine et Marine. Notre duo new-yorkais. Avant de passer sur Pauline Astier, donc Marine Fautoux, on l'a dit, qui a enfin joué. Félicitations à elle, qui joue 5 minutes pour 2 rebonds, donc on va passer très rapidement. Marine Johannes qui continue, qui est toujours dans les plans du coach, qui continue, qui joue 25 minutes, donc qui joue en moyenne 27 minutes par match. Sur le dernier match contre les Fever, elle joue 25. Elle était plus dans le dur, elle met 8 points, 4 rebonds. Plus compliqué en tout cas. Mais un bon développement. Qui continue. Je crois qu'elle est passée dans le top 10 des meilleures marqueuses à 3 points de la franchise de New York. Donc on sent qu'aussi elle prend du galon et de l'expérience à domicile. Et tout le monde l'aime à New York. Donc, Et tout le monde aime nos Françaises à New York. Oui, tout le monde. Pauline Astier. Alors, Pauline Astier, 11,8 points par match, 3,1 rebonds, 3,7 passes décisives, 25,8 minutes de jeu pour une joueuse qui est sur sa première année de WNBA qu'on n'attendait absolument pas ici. Vraiment pas. Vraiment pas. Quoi. Qui s'est juste dit, en fait, je vois toutes mes copines en fait y aller, pourquoi moi j'arrêterai d'aller en tribune et j'irai pas sur le terrain. Je pense que j'ai le niveau. Elle a eu 12 000 offres. New York, c'était pas trop mal, je pense, pour la vie c'est ça. À l'extérieur et les Françaises. Donc, le meilleur choix possible pour elle, je pense. Et là, j'espère que ça lui ouvrira les portes de l'équipe de France pour le mondial. Je lui souhaite. Clairement, elle le mérite. Et après, on l'a dit, donc Pauline qui joue contre les Fever, elle joue 24 minutes, 12 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et une interception, mais surtout elle est clutch. Et en face d'elle, c'est Caitlin Clark. Quoi. Très très clutch. Sur la fin de match, et franchement, les 2 derniers tirs. Elle baisse pas la tête, elle y va et elle rentre dans Caitlin sans aucun souci. Peur de rien. Quoi. Et on termine avec nos 2 joueuses des Phoenix Mercury, avec Noémie Brochant, qui fait une saison honorable, qui joue 20 minutes par match avec 5,1 points et 2,4 rebonds. La dernier match, justement contre Carla Leight et les Portland Fire, où elle joue 28 minutes pour 11 points. Son temps de jeu qui est en évolution depuis le début de la saison, on sent aussi, pour une rookie, elle commence à prendre ses marques aussi dans une ligue qui est quand même très exigeante. Et on va dire que Portland, c'était des match-ups aussi qui étaient un peu plus avantageux pour elle. Donc elle a su en prendre avantage et 11 points, c'est une très très belle sortie. Et elle a été suivie par Valériane Ayaï, qui joue un peu moins, elle a aussi, donc qui joue quasiment que 9 minutes par match, mais qui là avait joué 4 minutes pour 2 points de rebond. Valériane qui prend ses marques, qui est une joueuse d'expérience. Oui, c'est ça. Qui est là pour stabiliser un peu dans le staff du coach français. Voilà, et qui aussi a été recrutée à Phoenix parce qu'elle a joué avec Alyssa Thomas pendant très longtemps à Prague, etc. Donc c'est une joueuse qui connaît ses coéquipières et qui aussi n'a pas de mal aussi à s'intégrer dans un effectif aussi complet. Exactement. On leur souhaite de toute façon de bien se développer au niveau du Mercury parce qu'on sait que ça va être compliqué cette saison. Ouais, clairement. Très compliqué. Pas mal de grosses Françaises quand même là. On est pas mal du tout sur toutes ces Françaises qu'on a vues. La liste, elle commence à se développer. Commence à être sympa. Puis surtout, on les voit jouer. Moi, y a pas de... Elles sont pas là pour faire figure et il y a de jouer.
Donc, ça fait plaisir de voir des rookies qui se développent. Merci, Loane. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode de Full Court WNBA. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur YouTube, sur Full Court. Ouh, on l'a refait. Sur Facebook. Putain, ce soir, ça va pas. Je crois que j'ai jamais refait autant de prises depuis que je fais des émissions ici, non? Si, peut-être une fois. Mais... Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 3e épisode de Full Court WNBA. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, mais n'hésitez aussi pas à suivre notre ami Loane. Vous pouvez la retrouver partout sur Insta. Et on se revoit dans 15 jours, du coup, pour refaire un point WNBA. À dans 15 jours? À dans 15 jours. À la prochaine. Ciao.